Salut l'équipe, plus que jamais, les jeux sont ouverts dans la conférence Est. Thomas, oui, parce que Kyrie Irving est blessé, il ne fera pas les playoffs à l'Est. Et forcément, ça redistribue un petit peu les cartes. LeBron James et les Cavs, il y a toujours l'incertitude. Mais LeBron, à l'Est, c'est lui le patron. Et il y a nos amis de Philadelphie, dont on va parler et dont on croit énormément, enfin surtout moi. Et il y a nos amis de Toronto. Regarde le bracket. Alors le bracket, les amis, la première série, c'est donc Toronto contre Washington, 8e Washington, on va en parler tout de suite. Indiana va affronter LeBron et Cleveland, dur pour Cleveland. Ensuite, on enchaîne avec un Philadelphie, Miami et enfin Boston, Milwaukee. Ça va être très très cool à suivre, n'est-ce pas? Ça va être très très cool à suivre. On attaque avec Toronto. Toronto qui finit premier de la conférence Est, saison régulière quasi parfaite. Un banc, l'un des meilleurs de la ligue, Thomas. Ouais. Et finalement, ils jouent les Wizards 8e qui, on l'a dit jeudi dans l'émission du First Day Show. Moi, c'est une de mes déceptions. Ouais. Mais on a presque envie de croire que Washington peut faire un coup. Pourquoi Pourquoi? Il y a plein de raisons. Alors la première, on va rester du côté de Washington. Ils ont des stars. Vous avez évidemment Bradley Beal, puisqu'il est dans les match-ups clés. Et vous avez à côté de lui John Wall, qui est une superstar, mais qui nous a déçus ces derniers temps par son comportement surtout et son manque de régularité. Mais allons sur ce match-up, justement. Bradley Beal, DeRozan, deux des meilleurs arrière de la NBA, les deux peut-être meilleurs arrières de la conférence Est. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. Mais pourquoi on l'a mis? Parce que DeRozan d'un côté, c'est la superstar, c'est lui qui crée l'équipe, c'est lui qui est fort dans les fins de match et qui va faire la décision pour son équipe. Et aussi parce que moi j'ai des doutes, encore une fois, sur le niveau de DeRozan et de Kyle Lowry, puisqu'ils nous ont habitués à des pourcentages calamiteux ces dernières années en playoff. C'est vrai que les Raptors nous ont habitués à de très bonnes saisons régulières et à des playoffs un petit peu compliqués. On se souvient de les deux fois ils sont sortis au premier tour. Chaque fois, ils perdent à domicile leur premier match. On se souvient Brooklyn et Washington, d'ailleurs, qui les avaient sortis aussi au premier tour. Mais cette année, on l'a répété beaucoup de fois dans les émissions, on a l'impression qu'il y a quand même une équipe beaucoup plus complète. Le coaching de Dwayne Casey est beaucoup plus complet. Il y a beaucoup plus d'alternance dans le jeu, avec notamment Valanciunas qui commence. Ils finissent en small ball. J'ai l'impression que côté Toronto, on a un peu plus de cartes à faire valoir que côté Washington cette saison. Justement, dans la clé de la série, on parle de l'impact du banc. Vous avez DeRozan qui est plus fort, même s'il marque moins de points cette saison que l'année dernière. Il est plus fort dans le jeu, plus dans la création. Kyle Lowry est maintenant son lieutenant, shooter exclusif. Quand il met dedans, c'est très compliqué de défendre sur cette équipe-là. Et vous avez donc, pour nous, peut-être le meilleur banc de la NBA, peut-être avec les Warriors, en tout cas avec les Van Vliet, avec les Darren Wright, avec les Pascal Siakam, avec Potelé. On ne sait jamais. Dites-nous dans les commentaires comment on dit, parce que ils nous le disent, mais écrit, t'as pas la prononciation. Ouais, c'est clair. On dit Potelé, merci, c'est écrit Poto. En phonétique, mon gars, en phonétique. Donc voilà, vous avez cet impact du banc. Ça va être intéressant de voir si le banc aura le même impact en playoff qu'en saison régulière. C'est toujours la vraie question avec ces Raptors, c'est savoir est-ce que leur niveau de saison régulière sera le même en playoff. Et moi, j'ai envie d'y croire cette année. Ah oui, honnêtement, moi aussi, pour eux. Entre la combinaison de l'expérience et des échecs en playoff, parce que même quand ils sont arrivés en finale de conférence, le parcours a été beaucoup trop compliqué. On se souvient pour finalement se faire détruire par les Cavs 4-2. Donc, j'ai l'impression que cette année, entre l'expérience et le vécu collectif de cette saison et les nouveaux, j'ai vraiment envie de croire en ces Raptors-là. Côté Wizards, mais tu dis que les Wizards ont une vraie chance. C'est ça qui est marrant. Parce que je dis que les Wizards ont une vraie chance, pas par rapport aux Raptors, parce que les Wizards, ils ont un effectif, mon ami. Et surtout, ils viennent de signer Ty Lawson. Non, mais c'est vrai, ils ont signé le vétéran Ty Lawson pour ces playoffs-là. On sait que c'est un joueur talentueux qui est plus dans la ligue depuis 1 an et demi. Je ne sais pas dans quel état. On ne sait pas dans quel état il est, mais en tout cas, pareil, ça fait une ligne arrière plutôt intéressante. Oui, pourquoi pas. On parlait d'un dernier point sur cette série-là. Le jeu de transition, on sait que John Wall, c'est un meneur qui relance, c'est un meneur qui va vite, qui fait beaucoup de coast-to-coast. Il va falloir aussi contrôler ça pour Kyle Lowry et les Raptors. La clé pour moi, si les Raptors ne veulent pas se faire peur, pour moi, ils vont gagner, mais pour pas se faire peur, c'est donc évidemment contrôler l'influence de John Wall dans le jeu. On n'invente rien, donc lui mettre du bois, que rien ne soit facile, que même quand il met en place le jeu pour les sorties d'écran de Bradley Beal ou les pick and roll, faut être dans ses chaussettes et l'embêter. Et puis donc limiter cette transition, parce que dès qu'on est sur attaque placée, un peu figée, John Wall a quelques problèmes. Il a clairement progressé depuis 2 ans, mais il n'empêche que prendre les gros tirs sur les fins de match, il n'a pas peur de les prendre. On se souvient de son tir incroyable au match 6 l'année dernière face à Boston pour pousser donc cette série, cette demi-finale de conférence au match 7. Maintenant, voilà, s'il est limité et qu'il n'arrive pas à courir, c'est toujours plus compliqué pour lui. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur pick pour les Raptors de prendre Washington en 8e comme ça. Je te confirme. En fait, c'est des faux 8e. C'est ça, exactement. Tu les voyais sur le podium l'année dernière et ils finissent 8e, ça va être compliqué pour Toronto. Tom, il y a des faux 8e, il y a des faux 4e aussi. Et là, pour le coup, Indiana, ils prennent un faux 4e, ils prennent Cleveland
incroyable. Tu fais une super saison, Ah oui. tu surprends tout le monde, tu es dans les 8. Déjà, personne s'y attendait. Tu es 5e, donc pourquoi pas rêver d'une finale de conférence. Et tu prends Cleveland de Au LeBron premier James tour. sur le rable. C'est vraiment dur pour nos amis, des Pacers, mais le match-up clé pour nous, on l'a dit, c'est Cleveland. Bah Et oui. bravo Polo, les logos génial. C'est Cleveland contre les Pacers parce que finalement, ça va être ça pour les Pacers, c'est savoir comment on limite, on réduit, je sais pas, j'ai même plus de mots. Mais est-ce que c'est LeBron James. possible? Est-ce que c'est possible en playoff? Limiter LeBron James dans la conférence Est, c'est tout bonnement impossible depuis maintenant des années, depuis 2010, on va dire. Et voilà, c'est les Pacers qui sortent d'une année, tu l'as dit, incroyable. C'est comme pour les Spurs dans la conférence Ouest. Il va falloir que tout le monde soit très bon. Il va falloir que Oladipo soit au niveau de sa première partie de saison, donc à mettre 24 points par match, à mettre le feu, à être clutch dans les fins de match. Et puis à côté de lui, il va falloir que tous les autres soient bons. Alors je pense évidemment à Bogdanovic qui fait une très bonne saison, il est quand même à 14 points de moyenne. Miles Turner, Darren Collison qui fait une bonne saison, Tadeusz Young dont on parle jamais, mais c'est vraiment les joueurs solides par excellence. Sabonis absolument. Et les retrouvailles avec Lance Stephenson. Et donc LeBron va se retrouver avec l'un de ses meilleurs ennemis de ces dernières années. Va-t-il souffler dans ses narines? C'est la grande question que je me pose. Mais en tout cas, Lance Stephenson aura évidemment un truc à jouer quoi, dans ce Petit match-là. point tactique stratégique, Thomas. Est-ce qu'on ne doit pas, côté Pacers, essayer, alors on sait qu'Oladipo, c'est le go-to-guy de cette équipe, mais est-ce que sur le poste 5, on ne peut pas causer des problèmes à cette équipe des Cavs? Miles Turner, même si c'est plus du face-up un peu au large. Il faut qu'il Jefferson, on l'a vu Nate McMillan envoyer des fois à Jefferson et causer encore des problèmes sur le post-up parce que à Cleveland, il n'y a pas de vrai poste 5 pour défendre. C'est Larry Nance Jr. qui fait office de poste 5. Tristan Thompson, bon, ça va, on va pas tirer sur l'ambulance, mais notre ami n'est plus basketteur. On est d'accord. Donc, je te rejoins complètement. Si Al Jefferson est plutôt bien en jambes, qui commence, on se souvient comme il avait fait l'amour à Whiteside il y a quelques années, avec ses mouvements de haut panier, avec ses mains en or, avec son expérience. Il avait avorté sur Whiteside après la rencontre. Il avait avorté. Et comme tu le disais, sur le poste 5, on retrouve qui? Kevin Love dans le 5, Jeff Green sur le poste 4. Ensuite, tu as Tristan Thompson, tu as Larry Nance Jr. qui est à 20 ans, mais c'est un vrai poste 4 qui peut jouer 5, mais qui est donc beaucoup plus dépanner, petit. Voilà, donc on va se retrouver dans une situation où les grands vont devoir s'imposer dans cette équipe d'Indiana, et c'est pour moi aussi la clé de cette équipe, avec isoler LeBron. Comme on le disait pour Russell Westbrook, il va falloir réussir à couper complètement LeBron des autres. Donc pour Nate McMillan, il y a peut-être là un coup à faire sur le poste 5, vraiment insister sur le post-up et peut-être obliger LeBron à venir aller défendre sur des grands babards comme ça. Il est capable de le faire. Ceci dit, on dit qu'Indiana a très peu de chance, mais mine de rien, Indiana, sur la saison, Thomas, il y a eu 4 matchs, il mène 3-1 avec un Victor Oladipo à 25 points de moyenne, à 44% de réussite. Il va falloir aussi que les Rodney Wood et que George Hill notamment. George Hill, pardon. Et Rodney Wood et George Hill surtout s'y mettent pour défendre, pour réduire l'impact de Oladipo qui leur a fait très mal cette saison. 25 points de moyenne sur les 4 confrontations. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre du côté de Cleveland. On connaît la certitude de LeBron. Par contre, tous les autres autour, Jordan Clarkson qui va découvrir ce niveau-là. Tu l'as dit, George Hill qui est un habitué maintenant des jeux de playoff, mais Rodney Wood aussi, ça va être la deuxième fois qu'il va en playoff après l'année dernière à Utah. Donc ça va être intéressant de voir comment tous les lieutenants de LeBron vont se comporter. On pense aussi à José Calderon, comme j'aime bien l'appeler, du côté de Cleveland. Voilà, en tout cas, on va pas se mentir, on met Cleveland largement vainqueur. Forcément, moi j'ai mis 4-2. Toi tu as mis 4-2 et moi j'ai mis 4-2 aussi, cher Erwan. 4-2. 4-2. Alors là, il y a une série où, là aussi, Boston, 2e de la conférence Est, prend Milwaukee, 7e de la conférence Est, et pourtant, qu'est-ce qu'on a eu du mal à se décider sur cette série? Ces deux équipes en vert, et honnêtement, ça va être compliqué. Donc le match-up clé pour nous, c'est Jaylen Brown face à Giannis Antetokounmpo. Jaylen Brown, en l'absence de Gordon Hayward, a eu des responsabilités. En l'absence maintenant de Kyrie Irving, devient quasiment le go-to-guy de cette équipe avec Jason Tatum. Et en face, il va falloir, il va falloir se coller à Giannis Antetokounmpo, l'omnipotent, l'homme à tout faire côté Bucks. Bon courage. L'avantage, c'est qu'on a peut-être aujourd'hui la meilleure équipe défensive collectivement. Au rating, c'est la meilleure équipe défensive. Et vous souvenez-vous de début de saison où ils ont été impressionnants collectivement à cacher par exemple la faiblesse de Kyrie Irving à la main, même s'il s'y était mis. Là avec Jaylen Brown, Jason Tatum, avec Al Horford qui va avoir un rôle primordial défensivement, je parle surtout, avec Marcus Morris qui va revenir, avec Marcus Smart, je sais même pas si c'est même pas fin de saison, je pense qu'il peut encore revenir. Il doit revenir pendant les playoffs. Donc ce serait bien qu'il revienne notre ami pour aller chatouiller un peu Giannis et lui dire gros, t'es peut-être le meilleur joueur sur le terrain, mais nous on va t'embêter jusqu'au bout. Et puis c'est un collectif. On sait qu'avec la blessure de Gordon Hayward très tôt, il s'était regroupé derrière et reconstruit avec un super collectif offensif
et défensif. Tu l'as dit, c'est la meilleure défense au rating. Ouais. Et puis même collectivement, en attaque, c'est très intéressant. Plus de 7 joueurs à plus de 10 points, Tom. Donc c'est le danger peut venir de tout le monde. Et puis la fin de saison de Jason Tatum est très intéressante. Moi, je suis très curieux de le voir découvrir les playoffs. Je crois qu'il est prêt, notre ami. Il est prêt à en découdre, comme on dit. On est d'accord. Un dernier mot sur les coachs. Alors, juste, je veux dire, Jabari Parker Bledsoe, il va falloir. Il est important à Milwaukee. On sait que Giannis Antetokounmpo fait tout, la pluie et le beau temps côté Milwaukee. Il va falloir. Des fois, on a tendance un peu à le regarder chez les Bucks. Il va falloir que Bledsoe et Jabari Parker, entre autres, soient un peu plus actifs, qu'il y ait un peu plus d'alternance dans le jeu d'attaque, notamment que tout ne passe pas par Giannis, parce qu'on sait que défensivement en face, si tout passe que par Giannis, eh ben, ils vont s'adapter très rapidement. Ils sont oubliés d'être cons, nos amis des Celtics. Alors, on a mis Bledsoe et Parker parce que Middleton est une valeur sûre aujourd'hui dans cette franchise. Et c'est lui qui va devoir apporter de l'adresse à l'opposé pour cette petite équipe quand Giannis va jouer ça 1 contre 1, quand Bledsoe va prendre ses pick and roll lui aussi avec Thon Maker ou John Henson ou Giannis d'ailleurs, tout est possible. Et Jabari Parker parce que ça peut être vraiment un facteur X de cette équipe en sortie de banc, apporter du punch, apporter du scoring et apporter cette envie d'écraser son gars, parce qu'on sait très bien que ce gars-là est un athlète, c'est un très bon joueur de basket aussi et qui peut avoir une vraie influence. Et je le vois en plus dans un face-à-face avec Marcus Morris, il y a moyen de se régaler avec des joueurs hyper talentueux. On se souvient, le dernier match à Milwaukee, ça avait donné c'est victoire de Milwaukee, mais sur une fin de match très serrée. Pour moi, la série, j'étais à 2 doigts de mettre un upset, je ne l'ai pas mis. Moi j'ai mis 4-3 aussi. J'ai mis 4-3 pour Boston. Sur les coachs, avantage forcément, même si Prunty fait du bon boulot, on ne le souligne pas assez. C'est vrai. Prunty fait du bon boulot depuis l'éviction de Jason Kidd, mais forcément avantage à Brad Stevens. Et Brogdon va revenir, non? Je regarde vite fait, parce que ça peut être intéressant d'avoir une arme encore sur les lignes arrière défensives, et on connaît aussi son talent. J'ai cru voir. Il est revenu juste avant, c'est ça. Orlando, il a joué contre Orlando, il a joué contre Philadelphie lors du dernier match, il a marqué 13 points. Donc c'est important d'avoir Malcolm Brogdon dans son effectif pour qu'il soit complet, les Bucks. Bonne info. Dernière série de cette conférence Est, Philadelphie contre Miami. Alors nous, ça nous parle parce qu'on les a vus jouer. Et forcément, Philadelphie, c'est notre équipe. On a envie de s'enflammer pour nos amis de Philadelphie, mais on aime beaucoup aussi Miami. Il y a la grande question, on va voir les clés de la rencontre. La grande question, c'est déjà Embiid, est-ce qu'il va revenir? Hier, il a donné une interview avec son masque à la Zorro. Il aimerait revenir pour le premier match des playoffs. Ça ne sera pas le cas a priori, mais peut-être on peut le voir revenir un peu plus tôt que prévu, peut-être milieu du premier tour ou début du deuxième. Exactement, c'est la grande question, puisqu'évidemment, la phase des Sixers va complètement changer en fonction de leurs 5 majeurs, avec Embiid ou pas Embiid, parce que s'il est là dans un duel avec Whiteside, et on les a vus en vrai à Miami au mois de mars. Je vous assure que ces deux mecs se détestent. Ils ne font que de parler. Si tu peux dunker dans la tête du mec, derrière tu célèbres et tu ne pas. On se souvient d'un coup de coude de Joel Embiid sur une transition défensive dans la tête de Whiteside. 2 grands babards comme ça, 2 vrais bons joueurs de basket. Donc évidemment, on a envie qu'Embiid soit là parce que sinon, sincèrement, Whiteside peut leur poser d'énormes problèmes. C'est pour ça qu'on a mis pour contrôler Hassan Whiteside. S'il n'y a pas Joel Embiid, on sait qu'il y a Amir Johnson qui va aller au relais, mais là pour le coup on descend en gamme. Hein. Ah oui, on aime bien Amir Johnson, c'est un bon joueur, mais moi j'ai toujours vu plus poste 4. Il est 5 aujourd'hui dans le 5 majeur des Sixers, mais bon, voilà, ça va être intéressant de voir. On souhaite en tout cas qu'il revienne rapidos, sinon Whiteside peut être vraiment l'élément déclenchant du hit. On sait que les Sixers vont découvrir les playoffs avec cette nouvelle génération pour les Ben Simmons, les Markel Fultz, les Bob Covington. Et c'est une équipe qui, tu sais que c'est l'équipe qui perd le plus de ballons en NBA, plus de 16 ballons perdus. Donc entre cette stat-là et l'inexpérience en NBA, est-ce que tu penses que Miami peut peut-être faire un coup? Moi je pense qu'ils peuvent le faire parce qu'il y a un gars dont on n'a pas encore parlé, Dwayne Wade en sortie de banc, le joueur le plus expérimenté. Le banc de Miami. Le banc de Miami. Wade, Olynyk, Winslow, Ellington, Adebayo. Et Ellington qui a battu encore une fois le record de 3 points de la franchise en sortie de banc 8 de sur NBA. 12. Un truc complètement fou. Wayne Ellington est une gâchette, un bras et il va pas se dégonfler en playoff. Mais donc D-Wade dans ce match-là, s'il est en canne, s'il est en forme, c'est ce genre de mec qui peut te faire gagner le match 4 à l'extérieur, tu vois. Un peu à l'arrache et puis derrière renverser la série quoi. Alors Miami justement, donc on dit plein de choses, mais il va falloir qu'ils voyagent beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait en saison régulière. 18-23 cette saison à l'extérieur, ils n'ont pas l'avantage du terrain. Il va falloir que nos amis voyagent première classe un petit peu, parce que Philadelphie pour le coup, chez eux ils savent recevoir, donc ils n'ont pas l'avantage du terrain Miami. Il va falloir Ben Simmons, qui pour défendre sur lui? James Johnson, on l'a mis dans les clés, vous l'avez vu passer juste avant. On a choisi Ben Simmons, évidemment meneur de jeu, superstar. Homme à tout faire.
faire record de triple-double pour un rookie devant Magic Johnson. Waouh, incroyable. Un impact dans le jeu, des dunks, des passes décisives, des rebonds, de la relance, une élégance naturelle. Et James Johnson, qui est donc un poste 3 face à un meneur de jeu, mais c'est lui qui défend dessus. Et nous, dans le match qu'on a vu, il avait été très fort, Ben Simmons, sur la première mi-temps. Puis, James Johnson l'avait carrément éteint. Et Ben Simmons, on l'avait plus du tout vu. Alors, sur la fin de saison, il est encore meilleur qu'il y a un mois et demi. Mais James Johnson va être très important défensivement. On sait qu'il est capable, il a un beau physique et il sent bien les coups. Allez, on finit avec les coachs. On aime beaucoup le travail de Brett Brown, mais Eric Spoelstra sur l'expérience. N'oublions pas le sous-côté, Eric Spoelstra. Défensivement, il va forcément trouver des solutions et c'est ce qu'on avait vu comme il s'était adapté la dernière fois. Donc Brett Brown va peut-être devoir lui aussi trouver des solutions, mais en tout cas avantage au coaching à Eric Spoelstra. Défensivement surtout, parce que moi j'ai envie de voir comment ils vont défendre sur cette équipe de gâchettes, parce que Bellinelli, JJ Redick sont très forts, Covington peut mettre dedans. Waouh, ça va être sympa à voir. Et moi j'adore Bellinelli qui prend des shoots à la Kobe tout le temps. Ça va être super cool de voir ça en playoff. Voilà. Et j'ai envie de voir Jojo Embiid. On prie le ciel pour qu'il revienne très très vite. On veut voir tout le monde au complet. On est déjà assez frustré de ne pas avoir Kyrie Irving avec Boston. On veut voir du Jojo Embiid en playoff. On veut le voir chambrer. On veut le voir acclamer la foule. Voilà, on a fait le tour de cette conférence Est. On a hâte que ça commence. C'est ce soir 21h. Golden State, San Antonio, Thomas. Tout à fait. C'est très bien tout ça. J'ai hâte d'y être. On se retrouve donc sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, un peu partout pour discuter. On va faire plein de sondages pour savoir qui va gagner les séries, les machins, les trucs. Bref, bon playoff à tous. Régalade à venir. On verra qui sera champion. Moi j'ai mis Houston. Je dis rien. Il paraît qu'Evan Fournier va venir nous. Pardon. Allez, on se retrouve très vite, on vous en dira plus, mais il paraît qu'un certain Evan va venir nous voir. Je sais pas, il paraît que c'est un bon joueur de basket. C'est un petit Francky aussi. Ou Francky, on verra. Francky aussi. Allez, salut les gars. Michael Jordan, non, pardon.